Je pleurais tout le temps le soir, j'arrivais pas à dormir avant 3 heures du matin. Des boules d'angoisse que je n'ai jamais ressenties. Je m'imaginais cette histoire pendant 10 à 15 ans et là, t'as ton corps, ton esprit qui te remet un petit coup derrière la tête et qui te dit écoute Marie, ça va pas se passer comme ça. Ouais. Cette année-là, 2024, même si elle a été très compliquée, au final, j'ai plus appris cette année que les 3 dernières années. C'est dans la difficulté souvent qu'on apprend. Mais c'est même pas souvent, c'est tout le temps. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à une personne qui peut-être nous écoute et vivrait ça aussi? Un burn-out De le vivre pleinement, ce burn-out, mais genre profondément. Genre, soyez mal. Vraiment, ça fait du bien. Parce que la renaissance, elle en sera que plus belle. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et pour ce nouvel épisode, je suis pas partie loin, je suis restée dans le secteur de Besançon. Je suis allée rencontrer Marie Ruffinoni, qui est la fondatrice de l'art de communiquer. Elle est photographe, elle est experte en communication digitale et elle a eu à peu près 1000 vies dans l'entrepreneuriat. Elle a démarré très tôt, tout comme moi. J'ai hâte de vous la faire écouter, que vous puissiez découvrir son parcours. Salut Marie. Bonjour. Ça va? Ça va et toi? Oui, il y a toujours cette petite appréhension quand on démarre un enregistrement de podcast. Ça me fait toujours un petit peu beaucoup rire, puis en fait, ça me met la pression aussi. Donc du coup, j'ai toujours un peu peur aussi. Faut pas justement, ça va me détendre comme ça. Marie, pour les auditeurs qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter peut-être mieux que ce que je viens de faire? Bien sûr, mais bon, tu m'as déjà très bien présenté, donc pour ça, merci. Alors moi, c'est Marie et effectivement, donc j'ai lancé l'art de communiquer, qui est une entreprise dans la formation en ligne sur toute la communication digitale. Et aujourd'hui aussi, je me consacre beaucoup à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Et je pense que tu vas pouvoir nous donner plein de conseils dans cet épisode parce que je crois qu'on est beaucoup à être largués quand il s'agit de réseaux sociaux. Avec plaisir. Marie, avant ça, je crois que tu as démarré dans l'entrepreneuriat puis en étant à ton compte, en fait, dans la création de contenu, finalement aussi, on peut dire assez tôt, tu étais photographe. Oui. C'est ça. Comment est-ce que tu démarres? Alors, donc j'ai passé le bac général au lycée et donc après je me suis dit ok Marie, qu'est-ce que t'as envie de faire? Et j'avais envie de me lancer dans la photo, j'ai toujours aimé ça. Depuis toute petite, je prenais les fleurs en photo, je prenais les coccinelles en photo. Après au lycée, je prenais mes copines en photo. Donc je me suis dit ok, il y a un vrai truc. Une vraie passion, quoi. Une vraie passion. J'ai eu de la chance, mes parents ils m'ont suivi là-dessus dans ma passion. Ils m'ont acheté mon premier appareil photo. Okay. Et puis donc après, j'ai fait un BTM. Donc c'est sur 3 ans, c'est l'équivalent d'un BTS, mais c'est brevet technique des métiers dans la photographie sur Besançon. Ok. D'ailleurs, ça n'existe plus maintenant sur Besançon, ça a fermé. C'était très niche, on était une très petite promo, on n'était que 6 dans ma classe. Donc voilà, j'ai vraiment décidé de me lancer parce que je sentais qu'il y avait quelque chose à faire. Donc j'ai obtenu mes diplômes. Et puis après, je me suis pas sentie assez mature pour me lancer directement en tant que photographe parce que 18, je devais avoir une vingtaine d'années. Je me suis dit en fait, je sens qu'il me faut encore d'autres bagages parce que un plan B. Si ça marche pas en tant que photographe, parce qu'on le sait, photographe, c'est pas non plus très, comment dire, c'est pas un métier qui paye bien forcément, facilement. Au-delà du salaire, je pense que c'est assez des fois aléatoire. Et du coup, je pense que j'avais besoin d'une sécurité pour un plan B si ça marchait pas. Donc en fait, j'ai fait un BTS et une licence dans la communication, toujours sur Besançon. Mais ce coup-là en alternance. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à avoir mon premier pas un peu dans l'entrepreneuriat, puisque c'était mon alternance, en fait, j'ai faite chez mes parents. Ils avaient une entreprise, donc un garage automobile, où ils vendaient des voitures neuves, d'occasion, et puis ils faisaient mécanique carrosserie. Et en fait, je les ai rejoints, et moi, je m'occupais de toute la partie, justement, gestion des photos pour la vente de véhicules, etc. Et c'est à partir de ce moment-là, je pense que quand j'ai commencé à travailler avec mes parents, que j'ai eu vraiment cette fibre entrepreneuriale qui a commencé. Ok. Et donc, t'as fait ton alternance. Après, du coup, je crois que t'as quand même mis pas mal de pieds à Paris. Oui, ouais. Donc, une fois que j'ai obtenu mes diplômes, je faisais beaucoup d'allers-retours sur Paris pour la photo, justement. Parce que, surtout que moi, en fait, j'étais très attirée par la photographie de mode. Vraiment, tout ce qui est photos de grossesse, de mariage, de produits et tout, c'est pas mon truc. Moi, mon truc, j'ai tout de suite compris que c'était vraiment la photo de mode qui m'intéressait et particulièrement la photo de mode, mais des femmes. Vraiment focus femmes.
Ici, sur Besançon, il y en a pas. Ouais. Donc en fait, il fallait aller à la capitale. Donc ouais, je montais régulièrement sur Paris. Je contactais, pareil, grâce à Instagram déjà. Je contactais les mannequins, les agences, etc. Ben, sur Instagram ou par mail pour les agences. Et c'est comme ça que ça a pris petit à petit. Ok. Moi, j'ai vu, parce que je suis allée guetter un petit peu avant l'enregistrement de cet épisode, des références de dingue. Et tu me disais en off, mais qu'en fait, ça paye pas tant que ça. Et puis même, surtout, en fait, au démarrage, faut tellement faire sa place que tu travailles gratuitement, quoi. Exactement. Surtout, tout ce qui est l'éditorial. Donc, on a la photo d'édito, c'est tout ce qui est magazine. Et je venais de me lancer, donc ça faisait 2 ans, peut-être 1 an et demi, 2 ans. Et oui, c'est des beaux noms sur le papier. Mais en termes de financement, en fait, non, justement, t'es pas payé, tu dois faire tes preuves, comme tu l'as dit, et c'est ça un peu le paradoxe où ça fait très beau sur le papier, mais en fait, financièrement, quand tu te lances et tout, c'est pas ça du tout qui te paye. Ce qui te paye, ça va être tous les jobs alimentaires, on va dire, dans le sens où tout ce que j'aimais pas faire, donc la photo de produit, la photo commerciale pure et dure. Donc en fait, t'en viens pour pouvoir vivre de ton métier, à faire ce qui te passionne absolument pas, pour pouvoir avoir suffisamment de ressources et quand même un salaire à la fin du mois pour pouvoir par contre faire ce que t'aimes à titre gratuit, quoi. Exactement. C'est exactement ça. C'est dur quand même. Exactement. Et je pense que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai arrêté la photo parce que je me suis dit, ok, c'est pas ça que je veux, quoi. Moi, ce qui me fait vibrer, alors déjà, mon problème, c'est que j'aime tellement la région où je suis née, donc en Franche-Comté. Je me sens bien chez moi, j'ai ma famille vers chez moi. Enfin, j'ai ma famille ici. Je me voyais pas du tout aller vivre à Paris. C'est pas quelque chose qui m'attire. Paris, j'adore y aller en faisant des allers-retours, mais je ne me vois pas y vivre une vie à plein temps. Je dis ça tout le temps. En ce moment, je fais des allers-retours à Paris. À chaque fois, je dis c'est bien pour une journée, mais je suis contente de rentrer chez moi. Et du coup, je pense qu'il y a ce côté où le fait que je n'étais pas prête à faire ce sacrifice pour la photo de mode qui fait que, parce que je suis persuadée que dans la vie, si tu veux obtenir quelque chose, tu l'as, il faut être patient, mais ça arrive à un moment donné. Et du coup, je sais que si je n'ai pas fait cette concession-là, c'est qu'en fait, il m'attendait autre chose, quelque part. Et du coup, c'est ça, je le dis avec du recul, avec 10 ans de recul. Hein. Ouais. Mais sinon, j'avais pas ce recul-là avant. Et du coup, non, je veux rester habiter par ici en ayant mon bon équilibre parce qu'il faut que j'ai un équilibre pour être heureuse. Et je pense que ça aurait pas comblé ce manque si j'étais tout le temps sur Paris juste pour de la photo mode. Moralité, venez habiter à Besançon, c'est génial ici. Non, deux Byzantines qui essaient de convaincre la France entière. En plus, on a un bel accent ici. Exactement. Je disais tout à l'heure en off à Marie que quand j'étais partie vivre à Lyon, on m'avait vraiment beaucoup charriée par rapport à mon accent qui était parti. Puis depuis que je suis revenue vivre à Besançon, chasser le naturel, il revient au galop. C'est clair. Mais bon, voilà, au moins, on se rappelle de nous. Ouais. Et maintenant, dans mes vidéos sur Instagram, les gens le devinent. Mais il vient d'où ton accent? Donc, je ne peux pas cacher mes origines. Marie, tu me disais aussi... non, tu m'as pas dit. En plus, je crois que j'ai écouté dans un épisode de podcast que la période Covid avait de toute façon mis un arrêt à tout ça. Alors, même si tu étais déjà en train de te poser des questions, visiblement... Le Covid a eu raison de toutes ces remises en question. Ces questions... En fait, je pense que j'ai eu ces réponses à ces questions vraiment bien après aussi, parce qu'au final, avant le Covid, moi, je l'ai hyper mal vécu. Le Covid, je l'ai mal vécu parce que justement, je commençais à avoir des beaux contrats de ce que j'aimais. Des gros groupes hôteliers, des influenceuses, etc., des beaux contrats. Et là, je me suis dit, ça serait, jackpot, ça serait génial. Et donc, le Covid arrive. Patatras. Je le prends... comme la plupart des gens, c'était dur. C'était vraiment pas facile à accepter. Et puis au final, il y a eu une opportunité qui s'est présentée. J'avais mon meilleur ami de l'époque qui rentrait des États-Unis, qui était coiffeur. Et pareil, lui, obligation de rentrer, qui était à cause du Covid. Voilà, on savait pas ce que ça allait donner la suite, donc il est rentré. Et donc il se lance en tant que coiffeur, mais sur Lyon aussi. Et en fait, il m'a dit, écoute Marie, t'as plus de contrat, est-ce que ça te dit de t'occuper de ma com? Et puis viens, on s'associe. Ok. Le destin l'était pas. Tu vois, il devait être tracé parce que je me dis comment on peut...
passer de ça à ça, mais en fait, faut faire confiance des fois clairement. aux opportunités qui s'offrent à toi. Et puis, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Allez. Et en fait, je viens de revendre juste mes parts là, il y a quelques mois. Donc, en fait, c'est une aventure qui a duré plus de 4 ans. Donc, où j'ai géré vraiment toute la communication. Et franchement, je me suis éclatée. C'était une magnifique expérience et j'en garde que des bons souvenirs. 4 ans, du coup, d'une aventure à laquelle tu t'attendais clairement pas. Non. Une aventure qui a été mise sur ton chemin. Alors, il y a eu des hauts, des bas, mais en fait, comme tout dans la vie, je crois. Hein, c'est ça qu'il faut. Mais je pense que la vie est un cycle. C'est clair. Il y a des hauts et des bas, comme tu dis, quoi. Et on est obligé de passer par ces bas pour aller en haut. Et effectivement, je pense qu'il faut des fois savoir s'écouter et saisir certaines opportunités qui s'offrent à nous. Et même si c'était pas dans nos plans, tenter, essayer d'en faire quelque chose, puisqu'au final, moi, tout ce que j'ai fait dans la communication, au final, il y avait toute quand même cette partie artistique de vidéo, photo que je faisais, toute la direction artistique. En fait, ça m'a permis de me trouver encore plus. Je suis pas juste une photographe, en fait. C'est là où je me dis, où je comprends seulement qui je suis. En fait, tu vois, j'ai eu 30 ans cette année et ça y est, je comprends enfin qui je suis grâce à toutes ces années d'expérience dans l'entrepreneuriat. J'ai compris mes qualités, j'ai compris mes défauts. Je sais si un jour je dois me rassocier à quelqu'un, je sais qu'il faudra quelqu'un de différent de moi. Moi, je suis quelqu'un de créatif, donc pour faire un bon combo, il me faudrait quelqu'un de très carré, très administratif, très organisé, etc. Et du coup, je pense que des fois, faut savoir faire confiance au destin. La bonne nouvelle, c'est que t'as que 30 ans et qu'en fait, il reste quand même une paire d'années. Et effectivement, tout ce qu'on peut vivre dans la vie, y compris les imprévus, nous montre en fait qui on est, nous aide à nous connaître davantage. Et ça, c'est chouette. Pendant 4 ans, il y a quand même eu des challenges. Du coup, t'as décidé de quitter cette aventure-là parce que tu t'y reconnaissais plus. Et je suis tombée sur une de tes vidéos sur Instagram qui disait à quel point cette année avait été challengeante pour toi. Et puis, c'est venu piquer ma curiosité. Parce que j'avais envie de savoir quelle était ton histoire, ton parcours. Tu dis que dans cette aventure, tu t'as découvert plein de facettes de toi, en fait. Et puis, en fait, t'as revendu tes parts. Puis, t'es arrivé à un moment où tu te dis, en fait, faut que je réécrive une page blanche. Exactement. Qu'est-ce que je vais faire? Et du coup, qu'est-ce qui t'a traversé comme sentiment? Comment tu t'es sentie après avoir revendu tes parts? Je suis passée par là aussi. Oui. Je sais que c'est pas facile quand on revend une entreprise parce qu'après, on se dit, mais en fait, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que je fais, quoi? C'est vrai que, alors déjà, ce qui est pas facile dans le fait de revendre tes parts, c'est qu'il y a une fissure professionnelle, mais il y a aussi une fissure humaine, tu vois, parce qu'on était une dizaine dans l'entreprise, donc en fait, tu montes ça à 2 et au final, tu dois dire vraiment au revoir, enfin, tu dois tourner la page, en fait. Ouais. Et donc, il y a tout ce côté humain qui est très difficile à gérer, et il y a toute cette partie professionnelle dont tu parles, où tu as une page blanche et tu dis, OK, en fait, dans ma tête, je m'imaginais cette histoire pendant 10 à 15 ans. Et là, t'as ton corps, ton esprit qui te remet un petit coup derrière la tête et qui te dit, écoute Marie, ça va pas se passer comme ça. Ouais. Et là, tu dis, Et en fait, ce qui a été le plus dur, c'est que justement, moi, j'ai fait un vrai surmenage où mon obsession, c'était le travail. C'était tellement j'étais excitée par tout ce qui se passait, tellement j'aimais ce que je faisais, tellement j'étais passionnée par cette page entrepreneuriale que je faisais avec mon associé, qu'à aucun moment je me suis posée pour penser à moi, à mes proches, à me dire on a eu même des phases très compliquées avec mon conjoint à un moment donné où tellement je consacrais trop de temps au travail, tu vois, moi j'arrivais pas à couper. Enfin, le week-end, en plus comme tout se passait sur les réseaux, enfin moi c'était hyper facile de prendre mon téléphone et en fait même le week-end d'être encore la tête dans le guidon. Et donc tu te poses pas de questions pendant 3 ans et demi, 4 ans, et puis après ton corps te dit stop et donc te dit Marie stop, tu peux plus continuer comme ça. Et donc, j'ai pris la décision, comme tu dis, de revendre mes parts. Et en fait, franchement, les sensations qui traversent, c'est difficile à décrire. C'est bouleversant, dans le sens où tu te retrouves, d'habitude avec une charge de travail énorme, avec des mails que tu fais attendre 3 à 4 jours avant de répondre, des coups de fil tout le temps, des SMS sans cesse. Et du jour au lendemain, tout ça s'arrête. Et là, tu fais le vide. Là, tu te fais le vide, tu te retrouves avec toi-même. Et c'est là que tu prends du recul sur la situation et tu te dis, en fait, Marie, est-ce que c'était normal ce que tu as vécu pendant toutes ces 4 dernières années? Parce que moi, j'ai encore
l'image en tête de ma maman qui me dit « Mais Marie, on ne voit plus. Les prises de tête que j'avais avec mon conjoint, mais c'est quand que t'arrêtes de travailler qu'on puisse faire des choses ensemble ?» Et tu vois, là, je me suis remémoré ces moments et je me dis « C'est pas normal, en fait. » Et donc, ces moments que j'ai traversés, c'est là où je me dis « Il faut trouver ton équilibre. » Et c'est dur. C'est dur, mais je pense que je suis sur le bon chemin. Mais t'es même en très bon chemin, on va pouvoir en reparler après, mais c'est hyper important ce que tu dis. Moi, c'est un message que je défends corps et âme maintenant. À réussir, c'est, je crois, le vrai challenge en tant qu'entrepreneur, à réussir à créer une entreprise au service de sa vie, ne pas créer une entreprise pour en devenir prisonnier, mais prendre conscience qu'il y a plein de choses à côté. Moi, je l'ai découvert un petit peu amèrement en 2017. Alors, ça faisait déjà quelques temps que je m'étais lancée dans l'entrepreneuriat. 5 ans, 6 ans, un truc comme ça. Et j'ai fait une grave hémorragie interne. Je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital avec 1,5 litre de sang dans le ventre, où on m'a expliqué qu'en fait, j'étais enceinte et que c'était une grossesse extra-utérine non détectée et que en fait, tout avait éclaté à l'intérieur de moi. Et là, on m'a dit, madame, c'est grave ce que vous viviez, on n'est pas sûr que vous allez revenir, quoi. Enfin, de cette opération. Et là, ça a été... Déclic. Et ça n'a même pas été le déclic tout de suite, parce que le pire, c'est qu'après, j'étais encore trop focus sur mon business, parce que j'avais mis tout ça sous un tapis, comme si ça s'était jamais arrivé. Ah oui, ça a mis déni, du temps. Quoi. Ouais, complètement déni. Et ça a mis... ça a mis quelques années quand même à revenir et à ce que je puisse prendre conscience que je faisais n'importe quoi et que je dédiais ma vie à mon entreprise, en fait, que j'étais en train de faire n'importe quoi, alors que j'avais déjà une petite fille qui avait besoin de moi. Mais c'est vrai que je crois que c'est ce truc aussi de la réussite. On voit beaucoup de messages sur les réseaux passer, mais pour réussir, en fait, tu dois te surinvestir dans ton entreprise et mais en fait, les gars, vous avez juste oublié une réalité, c'est qu'on est des humains, on n'est pas des robots et qu'en fait, les gens, on peut pas faire que ça et surtout, la vie n'est pas faite que de ça. Non. Quoi. Mais je pense que c'est le challenge le plus difficile pour un entrepreneur, enfin pour des entrepreneurs, de réussir à trouver cette frontière entre le perso et le pro. Moi, je revois encore aussi quand on part en vacances avec mes parents, quand on était ado, enfin petit ado, elle emmenait son ordinateur, quoi. Au final, elle décrochait jamais. Et je pense qu'on a tous, on passe tous à un moment par ce problème. Et je pense que si on passe par ça, c'est normal, dans le sens où c'est pour nous ouvrir les yeux à un moment donné, tu vois. Connaître nos limites. Ouais, exactement. Connaître nos limites. Alors après, il y en a qui s'en rendent compte un peu trop amèrement ou trop tard ou j'allais dire trop vieux. Ouais. Il y a quelque chose que je veux partager qui avait fait un énorme déclic chez moi, c'est que j'étais tombée sur le discours de Steve Jobs juste avant sa mort. Ouais. Je vois lequel tu parles. Où il dit que oui, tout le monde se rappellera de lui pour l'empire qu'il a su créer. Mais qu'en fait, là, il se rend compte que c'est la fin. À ce moment-là, je crois qu'il est déjà en phase terminale et que, il sait que c'est la fin. Et que, en fait, ça a juste tellement plus de sens. Tout ce qu'il a construit, d'un point de vue entrepreneuriat, a tellement beaucoup moins de sens que tous les moments à côté desquels il est passé. Au moment de la vie, à sa famille, à ses amis, à ses enfants. Enfin, moi, je trouve ça juste hallucinant. Et je me dis, mais faut qu'on ait la capacité aujourd'hui de se dire, mais s'il a dit ça, c'est que peut-être qu'il y avait une bonne raison et qu'un jour, on n'a pas envie de dire les mêmes choses, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, ça m'avait marqué aussi cette phrase que j'avais entendue de lui. Parce qu'effectivement, on peut l'idolâtrer, on peut penser tout ce qu'on veut de lui, mais je pense que c'est bien qu'il se rende compte et qu'il le dise aussi. Qu'il est passé à côté de plein de choses. Mais je pense que c'est pour ça qu'il le transmet. C'est de se dire, OK, faites pas la même chose que moi, parce que vous allez être tenté de vouloir faire comme moi. Vous allez être tenté de vouloir créer aussi grand que moi, mais juste à quel prix? Faut faire attention à ça. À quel prix? C'est ça. Parce qu'en fait, c'est ça aussi le problème, c'est qu'on voit toujours la facette immergée. Non, submergée. La face immergée. Ah, j'aime bien que t'arrives pas à donner des expressions parce que je suis la reine des expressions. Je sais pas si c'est la face immergée ou submergée du iceberg. C'est peut-être un truc bisontin, ça, non? On va se faire taper dessus. Non, mais oui, je sais plus comment on dit. La face immergée, non? L'iceberg. Immergée, normalement, c'est en dessous. Ça, c'est drôle, quand même. Bon, vous avez compris. Donc, et en fait, c'est ça qu'on voit à chaque fois dans les réussites. C'est vraiment tout ce qui brille. C'est vraiment que les réussites. Et au-delà de tout ça, c'est quand on en arrive là, c'est pas par hasard. C'est qu'il y a eu énormément de sacrifices.
Et ben des fois on a envie tout ça, mais en fait non, on voit pas. Mais c'est tout plus ce qu'il y avait facile de derrière. croire que c'est facile Oui, et qu'il y a bien il y a sûr. des personnes qui trouvent la recette magique. Bien sûr. Non, c'est pas vrai. Là, Non. il faut tellement sortir de sa zone de confort, faut tellement vivre des bouleversements comme ceux que tu as pu vivre aussi. Il faut tellement des fois en arriver pas au pied du mur pour se rendre compte de ce qu'on a réellement envie de vivre. Et la sagesse, c'est aussi de s'en rendre compte pendant qu'on a encore le temps, pendant qu'on a encore le choix de changer les choses. Ouais, complètement. Et je pense que, comme je le disais tout à l'heure, on est obligé de passer par là, des fois, pour vraiment réaliser et prendre conscience des choses. Et comment ça se fait que toi, c'est après que ton hémorragie, que ça t'a fait réaliser tout ça? Je m'en suis rendu compte alors que j'avais de nouveau créé une autre entreprise derrière et j'avais ma petite puce qui avait 4 ans. Cette entreprise-là me demandait énormément de temps, d'énergie à moi et à mon mari aussi parce qu'on était tous les deux associés et on devait gérer du support client 7 jours sur 7 de 8h à 23h, qu'on soit en vacances, en week-end, peu importe en fait. L'angoisse. Voilà. Et j'avais moi-même une angoisse de la sonnerie du téléphone. Il y avait une sonnerie spécifique qui nous disait qu'il y avait un support client. Et ça me mettait en angoisse. Dès que j'entendais, je me mettais tout de suite dans des états. Enfin, c'était devenu du gros n'importe quoi. Et on était partis en vacances dans la période entre les 2 confinements. En tout cas, une période où on avait le droit de sortir. Oui. Je sais plus trop exactement quand. Et on était partis à Avignon avec Anna, notre grande puce qui a 9 ans, qui avait 4 ans à ce moment-là. Et puis là, on a un support client qui tombe et on avait toujours un sac à dos avec un ordi dans le dos, au cas où, en fait, tu vois. Et là, un support, c'est une urgence. On se met sur un trottoir dans les rues d'Avignon, plein soleil, 30 degrés. Et Anna, 4 ans pour s'occuper. Genre, elle fait des tours autour de nous pour s'occuper, quoi. Et là, je me revois, tu sais, comme d'un point de vue extérieur. Je me vois lever la tête et me dire, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, quoi? C'est fou. Comme si tout ce que t'avais vécu, t'avais pas servi de leçon. Parce que, 2-3 ans plus tôt, j'avais failli y rester. Et puis là, je me disais, mais genre, j'ai rien appris de ça, quoi. Oui. Et là, il y a eu le déclic. Puis alors là, après, j'ai décidé de changer de vie. On est revenu habiter à Besançon. On a vendu notre boîte. On a eu un deuxième enfant. Enfin, changement de vie radical à ce moment-là. Mais j'en avais besoin. Et j'avais besoin aussi de me dire que, de toute façon, c'était pas la vie que j'avais envie de vivre. C'est pas facile, des fois, de se dire ça parce que je dis, OK, mais comme ce que tu disais avant, OK, mais je dois tout réécrire. Et comment je fais? Je sais pas, il faut trouver. Ouais, c'est ça. Et c'est là où il faut s'écouter, apprendre à s'écouter. En fait, c'est ça où ces moments-là, faut en profiter pour justement se retrouver avec soi-même. Même pas se retrouver, en fait. Je crois que je me découvre. Cette année-là, 2024, même si elle a été très compliquée, au final, j'ai plus appris cette année que les 3 dernières années. C'est dans la difficulté souvent qu'on apprend. Mais c'est même pas souvent, c'est tout le temps. Je pense que vraiment, c'est les échecs qui nous apprennent à échecs ou moments difficiles qui nous apprennent sur nous. Mais échec, c'est un mot qu'on a dramatisé, qui est devenu un mauvais mot, mais en fait, c'est juste une façon d'apprendre, quoi. Complètement, oui. Combien de temps ça a duré, cette période de surmenage pour toi? Cette période, entre... Vraiment surmenage pendant 3 ans et demi. Ah ouais? Ouais. Et les 2 premières années, c'était les pires. En fait, t'estimes que 6 mois après avoir démarré ton entreprise avec ton associé, tu t'es tout de suite retrouvée dans le collimateur, en fait. Ça y est, j'étais à fond. Genre, on avait un but, un objectif, et on était à fond, quoi. Et en plus, le fait d'être à 2, c'est ça que j'arrive pas à retrouver aujourd'hui, c'est le fait d'être seule. À 2, je trouve qu'il y a vraiment un engrenage un peu qui se fait dans le sens, mais un engrenage dans le bon sens, tu vois, où tu te motives, ou quand il y en a un qui est en down, l'autre te ouais, mais au risque de, justement, tu vois, parce que... oui, là je parle vraiment des bons côtés pour que ça te motive et du coup tu te poses pas la question, t'es à fond, t'es excité, c'est stimulant, etc. Et quand t'es seule, alors oui, du coup tu prends plus de temps pour toi, ça c'est sûr, mais du coup t'as moins ce côté à être pressé un peu par le temps et tu prends le temps. En même temps j'ai tellement été tout le temps dans fallait aller vite, parce que là, maintenant, Oui, t'as l'impression d'aller doucement alors que tu vas probablement encore bien vite. Je sais pas. Oui, c'est vrai. En fait, c'est ça qui est dramatique. C'est que fallait tout le temps aller vite. Et du coup, j'ai ce modèle de rythme. C'est dur d'apprendre à prendre le temps quand t'as jamais rythme. eu... Et du coup, j'ai l'impression de pas avancer, quoi.
Alors que bon, j'ai revu une amie là qui m'a dit mais te rends compte Marie sur Insta comme c'est vraiment ton truc, tu t'es donné cet objectif, t'es déjà bientôt à 30 000 abonnés en même pas 5 mois. Et puis pour moi ça me paraît ridicule, enfin pour moi c'est rien, sauf que parce que je dis que ça va pas assez vite. Et du coup c'est terrible parce qu'on est toujours très dur avec soi-même. Et mais Prendre à voir le verre à moitié plein, ouais. non pas à moitié vide. Je pense que dans la vie, je suis quand même très positive. Par contre, c'est vrai que je suis tellement exigeante et ambitieuse que ce genre pour moi, des petites victoires, enfin, qui peuvent paraître pas dingues, non, mais qui peuvent paraître bien pour certaines. Et moi, non, c'est pas ça, ça va C'est pas. aussi une question d'habitude. Hein. Ouais. C'est que je pense que je me compare inconsciemment, en fait, dans le sens où nous, c'est tellement allé vite, tous les deux, avec mon ancien associé, que du coup je me dis ça va pas si vite. Et alors pourtant c'est pas le même business, c'est pas rien le même à voir. Business, et en plus on a mis du temps à démarrer sur les réseaux, enfin ça a pas pris tout de suite, donc en fait sauf que voilà, je suis juste trop dure avec moi-même. Sûrement. Tu pourras réécouter ce podcast pour te rappeler que t'es trop dure avec toi-même. Et du coup oui, tu me disais tout à l'heure en 3-4 mois là t'as remonté une entreprise et tout ça, tu vas pouvoir nous en parler, mais du coup, comment t'arrives à te sortir la tête de l'eau? Parce que on comprend que voilà, pendant 3 ans et demi, ça a été surmenage. Il y a eu un point de non-retour où là, tu t'es dit, c'est plus possible. Ça s'est manifesté comment? Tu vois, est-ce qu'à un moment, tu t'es dit, j'arrive plus à sortir de mon lit? Oui, voilà. Clairement, c'était ça. Je ne pouvais plus sortir de mon lit. Je pleurais tout le temps, déjà. Okay. Avant de quitter l'entreprise, je pleurais tout le temps le soir. J'arrivais pas à dormir avant 3h du matin. Des boules d'angoisse que je n'ai jamais ressenties. J'ai de la chance, moi j'ai une très belle enfance, j'ai pas vécu de traumatisme, donc les angoisses, je les ai jamais connues, à part depuis cette année. Et donc j'ai cette boule d'angoisse que j'ai découvert cette année qui était horrible. Le réveil sonne, t'as pas envie de te lever, tu t'habilles plus, tu te maquilles plus, tu deviens l'ombre de toi-même, quoi. Tu deviens l'ombre j'étais vraiment l'ombre de moi-même, quoi. Un rien, j'étais à fleur de peau, genre je pleurais pour un rien. Alors déjà que je suis hypersensible, j'ai pas besoin de ça. Mais là c'est vraiment tout me faisait pleurer, quoi. Vraiment à fleur de peau tout le temps. Et donc tu te dis là c'est peut-être pas normal. Ouais. Tu t'en es rendu compte toi vraiment, ou c'est les personnes de ton entourage qui t'ont dit mais attention? Les deux, je pense. Ouais. Je pense que là, je l'ai compris quand je me voyais autant pleurer, autant malheureuse et plus du tout motivée comme je l'ai été pendant ces 3 premières années. Et plus mes proches qui m'épaulaient, qui étaient vraiment là, mes parents et mon conjoint. Et ils me disent, mais Marie, regarde-toi, quoi, c'est pas possible, là, faut prendre une décision, quoi. Stop, ça peut plus durer. Donc, ils sont là aussi pour t'ouvrir les yeux et te mettre en confiance parce que j'étais prête à me dire, c'est pas grave, je reste, ça va passer, quoi. Ça va être ça ma vie, quoi. J'en étais à ce point à me dire, c'est pas grave, ça va aller. C'est juste une mauvaise passe. En fait, non, pas du tout. Je pense que j'aurais été malheureuse et c'était juste, en fait, une belle parenthèse dans ma vie, mais maintenant, il faut que je reprenne toute seule à ma façon, avec ma vision. Et t'as vendu il y a combien de temps, tu me disais, tes parts? En avril, donc il y a 7 mois. Ouais, donc t'as déjà refondu une boîte, quoi. Oui. Par contre... Tu t'es pas reposée sur tes lauriers trop longtemps. Non, alors, mais par contre, si, j'ai quand même bien soufflé, donc avril, donc j'ai revendu mes parts, j'ai pris mon temps sans travailler jusqu'à fin août. Et là, je me suis mis à carburer depuis septembre. Ok. Et cette boule d'angoisse et tout ça, tout est parti quand t'as... Ok. Ouais. Quand j'ai su que ça y est, tout était ficelé, que j'avais vendu tout ça. Ça a été immédiat? J'avais plus ces boules d'angoisse. Par contre, ça n'a pas été immédiat dans ma tête à me dire, ok, bon, maintenant, Marie, qu'est-ce que tu vas faire, quoi? D'où tu reprends, parce que ta vie avant, t'étais photographe. Là, j'ai plus envie de ça. J'ai un certain niveau de vie, j'ai envie de le garder. Donc, va falloir, la photo, ça me rapportait pas assez pour garder ce train de vie-là. Donc va falloir te réinventer. Après, j'ai toujours su faire de l'argent depuis mes études, donc je me suis dit, je sais que je vais trouver un moyen, mais aussi qu'il y ait du sens aussi pour moi. Oui. Donc en fait, faire de l'argent, oui, mais qu'il y ait du sens. Pas retourner dans ce côté alimentaire de la photo, en fait, que t'as eu au début, où tu faisais quelque chose que t'aimais pas. Surtout pas. Parce qu'en plus, tu sais, t'en parles, du coup, les gens, ils te disent, alors, du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Ça, c'est terrible. Ça met une pression. Mais ça, c'est comme les enfants, le mariage et compagnie. Hein. Là, pour les gens qui nous écoutent, si vous avez des gens pas bien autour de vous, je vous assure, attendez qu'ils aillent mieux pour leur poser la question, qu'est-ce que tu vas faire après?
Parce que c'est horrible cette question. Déjà que toi, ça t'angoisse de te dire qu'est-ce que je vais faire. Et tu ressens une Tes pression proches sociale. qui te posent cette question, juste laissez-moi quoi. Je suis pas bien. Laissez-moi me reposer. Et après, je verrai. J'avais vu un podcast d'Anthony Bourbon qui disait justement que lui, à chaque fois qu'il revendait ses business, avant qu'il les feed, il se prenait 6 mois, 1 an off pour repenser, pour se reposer et vraiment repartir. Enfin, c'est OK en fait, tu vois, de se dire, je prends du temps pour moi. Et je pense que c'est essentiel. Ouais. Tu peux pas repartir tête baissée dans un nouveau truc alors que t'as tout donné avant et qu'il faut qu'il y ait vraiment, je pense, une fissure pour bien repartir en fait. Je t'en parlais en off tout à l'heure, nous quand on a pris la décision, quand on a vendu, c'était en juillet 2021, on a eu une période de transition, une petite période de transition, du coup j'étais enceinte à ce moment-là, donc genre j'ai donné naissance à ma fille 3-4 mois après, et là le vide mais complet, je me suis dit je ne sais pas ce que je vais faire. C'est terrible cette sensation. Et sincèrement, en plus, du coup, on est entrepreneur en couple, donc avec mon mari, et là, on était tous les deux, mais genre, qu'est-ce qu'on va faire? Et sincèrement, je pense qu'on a créé au moins 4 marques. 4 marques, 4 projets différents où on a voulu tout faire. On a voulu ouvrir un concept store parce qu'on s'était dit concept store avec des objets pour la famille, tout ça, enfin une boutique quoi. Ouais. Genre on est passé par là, on est passé par est-ce qu'on n'ouvre pas. Du coup on avait fait quand même une bonne partie de notre expérience dans la restauration. On s'est dit est-ce qu'on n'ouvre pas un food court? Il y en a pas ici à Besançon ou dans les petites villes, mais dans les grandes villes c'est des lieux qui rassemblent en fait plusieurs petites échoppes de restauration et du coup tu peux manger un peu tout. Enfin bon bref, on s'est dit est-ce qu'on n'ouvre pas ça à Besançon? Après, on voulait faire développer une marque de design. Enfin, c'est le problème de t'ouvres effectivement une page. Tu peux absolument tout faire. Mais il faut que ça reste dans. Je pense que, oui, on peut tout faire, mais il y a quand même, je pense, des choses inconsciemment qui nous attirent plus que d'autres. C'est sûr. Ça, c'est certain. Mais tu vois, dans chacun des projets, il y avait quand même quelque chose qui nous attirait, tu vois. Puis pour autant, tu sais, on sentait que c'était pas ça, qu'on n'avait pas envie de ça, puis qu'on allait de nouveau être en plus bloqué dans une entreprise qui est pas au service de notre vie. Nous, aujourd'hui, on est indépendant en termes de, je dirais, de temps, de lieu. Et ça, franchement, c'est précieux. Enfin, aujourd'hui, voilà, on revient d'un week-end en pleine semaine. Enfin, ça, je sais qu'on a besoin de garder ça dans nos vies. Mais c'est clair qu'à un moment, je sais plus combien de temps. Je pense que ça a mis au moins 1 an et demi avant que je commence à me remettre en route. Ça me paraissait mais interminable. Et avec cette pression aussi que t'exprimes, des personnes qui disent oui, mais tu fais quoi? Alors qu'on avait quand même encore une autre boîte qui tournait à côté, mais ouais, on se met une pression juste monumentale et les gens ont l'impression que tu te laisses aller alors que non, juste en fait, t'es en train de vriller parce que à force de te dire qu'est-ce que je dois faire, t'en perds le fil, t'en perds la passion, ce truc qui doit t'animer en fait de base parce que t'es tellement pressé de faire quelque chose. Oui, c'est ça. Mais je pense que c'est peut-être aussi un truc qui est lié aux personnes qui sont particulièrement ambitieux, tu vois, le vide fait peur aussi, je pense. Bah oui. Et c'est ça qui me faisait peur, moi, pendant cette période où j'ai rien fait, où je n'ai pas travaillé. Au début, franchement, le premier mois, ça a été difficile parce que je me suis dit, OK, donc tu vas être là, à la maison, et tu vas te lever le matin, mais sans but, sans objectif. Au début, c'était vraiment déstabilisant parce que je connais pas ça. Et puis, tu fais un petit travail sur toi, tu te dis, oui, Marie, t'en as besoin, en fait. Ce que t'as traversé, après ce que t'as traversé, c'est nécessaire. Et je suis bien entourée, heureusement. Donc, j'ai aussi la chance de ça. Et qui me fait relativiser et à me dire, c'est normal, prends du temps pour toi et tu vas rebondir et ça va aller. Quand tu iras mieux, tu reprendras et tu iras de l'avant. Mais pour le moment, c'était pas le moment, quoi, justement. C'est quoi le premier conseil que tu donnerais à une personne qui peut-être nous écoute et vivrait ça aussi? Un burn-out? De le vivre pleinement, ce burn-out, mais genre profondément. Genre, soyez mal. Vraiment, ça fait du bien. Parce que la renaissance, elle en sera que plus belle. Et ça veut dire, du coup, vivre pleinement toutes ces émotions. Ah mais oui, vraiment. Genre, tombe le plus bas possible pour te relever le plus vite possible, en fait, non? C'est pas parce que tu tomberas pas que tu te relèveras plus vite, mais en tout cas, je pense que pour son introspection, pour prendre conscience de qui on est, je t'assure que ce genre de sentiment d'être au plus bas, ça fait du bien. Dans le sens où tu te dis ça après, avec le recul. Parce que quand t'es dedans, c'est une catastrophe, t'as envie qu'une chose, c'est d'en sortir. Mais avec le recul, moi,
Ben, je crois que ça m'a fait du bien, quoi, tout ça, parce que j'en avais besoin. Ça m'a fait prendre conscience de plein de choses et le fait de l'avoir profondément vécu, ben, j'ai pris conscience de plein de choses. Et quoi, par exemple? Qu'est-ce que tu vois, c'est quoi ta réalité tout ce maintenant? surmenage, hein, j'étais dans le déni. Enfin, c'est pas normal de travailler autant. Je veux dire, c'est pas normal de prendre 5 minutes pour manger parce que t'as l'impression que c'est une perte de temps de manger. C'est pas normal de travailler le week-end et de pas prioriser sa famille, ses amis et de trouver, de trouver toujours une excuse parce que tu préfères travailler. C'est pas normal de dire de refuser un ami qui vienne parce que tu as du travail et que tu préfères travailler, alors que en tant qu'entrepreneur, tu organises ton temps comme tu veux. Tu vois. C'est pas normal de toujours culpabiliser à dire en fait si je fais autre chose, ça va pas quoi. Donc rien que ça a été énorme. Le fait de C'est précieux ce que tu partages là, puis on sent que tu le sens au plus profond de tes tripes, hein, parce qu'on sent que t'es engagée quand tu le dis. Mais merci de partager ce message, parce que franchement, c'est encore une fois précieux pour toutes les personnes qui le vivent, et même celles qui ne le vivent pas aussi. Hein. Oui, ouais, c'est vrai. Ben, merci à toi déjà de m'inviter. Ça me fait plaisir. C'est quoi l'après maintenant? Professionnellement, tu veux dire? Oui. Ouais, de façon globale aussi, tu vois, tu disais, ben voilà, il y a eu plein d'apprentissages. T'as même dit que t'avais juste appris à te connaître, en fait, pendant cette période-là. Du coup, j'imagine que t'écris forcément l'après de façon complètement différente. Et ben, l'après, c'est vraiment déjà de plus penser à moi et le fait que j'ai consacré dans ce business toute mon énergie pour une image qui n'était pas la mienne. Là, j'ai envie de tout donner pour mon image, pour ma vision. Et je pense que l'après, c'est vraiment de trouver justement ce juste milieu à prendre du temps pour soi, sa famille, ses amis et le professionnel. Donc ça, je pense que c'est le plus dur, mais j'ai pris tellement conscience de plein de choses que je pense que j'y arriverai, en tout cas j'espère. Et cette aventure aussi entrepreneuriale avec mon associé, j'ai compris que tout est possible. Dans le sens où quand tu te mets des objectifs et que tu travailles, je suis sûre et persuadée que, par contre, il faut de la patience. Faut pas être pressé comme moi. Il faut de la patience, il faut de la détermination. Et je vous assure que les choses, elles finissent toujours par arriver à un moment donné. Alors oui, il y a plein d'embûches par contre. Entre chaque succès, ça va jamais comme on veut, etc. Par contre, à un moment donné, ça arrive. Et ça, c'est quelque chose que je vais garder à vie dans ma tête. Je me visualise déjà dans plusieurs années là où je veux être et je sais que c'est ça que je veux et que ça va arriver. J'adore une citation qui dit « Tout est possible à qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais ». Et je trouve que c'est tellement juste. Je pense que ça peut paraître bateau quand on entend ça, mais pour moi, ça a tellement de sens dans le sens où j'ai vu ce que ça pouvait donner. Alors oui, on était 2. Et il y avait toujours aussi cet engrenage, comme je te disais, mais engrenage positif où tu te pousses. Mais il y a plein de personnes qui ont réussi seules aussi et qui arrivent, donc il y a pas de raison. Et faut pas en avoir peur aussi d'être seul. J'ai l'impression que c'est quand même un truc qu'on pointe un peu du doigt maintenant, où même les gens ont l'impression que t'as pas une vraie entreprise quand t'es tout seul, alors que si, en fait, t'as une vraie entreprise quand même. Tu peux aussi générer énormément de cash sans forcément avoir des équipes, être structuré. Pour le coup, j'ai eu plusieurs modèles de business. J'ai recruté des équipes. Aujourd'hui, je sais que je veux plus ça. On est 2 avec mon mari, on est associés. Alors oui, on travaille avec des prestataires, des partenaires, parfois sur certains sujets, parce qu'à un moment, tu te rends compte que tu sais pas tout sur tout, et qu'à un moment, c'est bien d'avoir la sagesse de s'entourer aussi de personnes qui te poussent, voilà. Mais à un moment, tu peux aussi y arriver si t'es seul maître à bord de ton entreprise. En fait, il y a pas de... Moi, j'aime pas quand des personnes disent « Ah ben oui, t'as juste une auto-entreprise ». Ça me tue, quoi. Je me rappelle quand j'étais photographe, donc j'avais aussi ce statut auto-entreprise et je ressentais un peu ce côté pas trop pris, pas au sérieux, je dirais pas ça, mais qui a un peu un dédain, on va dire, de la part de certaines personnes. Et quand j'étais avec mon associé et quand ça a commencé à prendre, c'est bête, hein, mais c'est une fois que ça marche que les gens commencent à te prendre au sérieux. Et c'est trop dommage. Toujours faire ses preuves, quoi. C'est un truc de fou, mais auto-entreprise, tu l'as dit, en plus dans ce que tu as dit, c'est un statut.
tu restes entrepreneur, en Ouais, fait. bien Peu sûr. importe Oui, le oui. statut Oui. d'entreprise, quoi. Oui, bien sûr, complètement. Et donc, par rapport à j'aimerais bien revenir sur ce sujet-là, justement, enfin, développer ce sujet-là, parce que l'auto-entreprise, quand j'étais photographe, j'avais un côté de moi qui me sentait pas légitime, tu sais, à me dire, enfin, vraiment ce côté un peu, que les gens, un peu ce stéréotype, t'es pas un vrai entrepreneur parce que t'as le Mmh. statut d'auto-entrepreneur. Et je pensais que ça allait passer avec le temps, et même avec mon associé quand on me demandait: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Mais ça, c'est terrible en tant qu'entrepreneur quand on te demande: «Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» parce que j'ai une entreprise, enfin, j'ai un salon de coiffure à Lyon et puis j'ai un e-commerce sur internet et puis enfin, en fait, c'était hyper dur de dire ce que je faisais et puis, les gens, ils disent: «Ah OK», enfin, tu pas l'impression de bon, je demande pas des compliments de leur part, mais tu sais, tu les sens un peu Mmh. perplexe, tu sais, c'est pas un truc, habituel ou dans des cases, je suis infirmière, je suis avocate, tu vois, c'est pas des trucs, très factuels. En tout cas, ça reste flou et du coup, quand c'est flou dans la tête des gens, tu as l'impression d'être pas trop légitime dans leur regard. Et toi, tu sens que ça a impacté ta propre légitimité, du coup? Mmh. En fait, je pense que quand même, au début, oui et maintenant, enfin, j'ai vraiment beaucoup confiance en moi au niveau professionnel. Là, aujourd'hui, je suis sûre de moi, je sais ce que je veux et je sais dans quelle direction je vais. Par contre, ça m'a vraiment fait prendre confiance en moi, oui. Ouais. Ça, je pense que c'est important aussi de souligner, en tout cas, c'est que il y aura toujours des personnes qui vont pas comprendre ce qu'on fait. Il y a toujours des personnes qui Oui, tu raison. vont juger. Il y a Ouais. toujours des personnes qui vont juger dans un sens ou dans l'autre, hein, d'ailleurs. Ouais. Et je t'en parlais tout à l'heure en off, je te disais que moi, on m'avait collé beaucoup d'étiquettes parce que j'ai démarré dans l'entrepreneuriat à 21 ans, je suis devenue maman à 23 ans. J'ai travaillé au début dans le milieu de la restauration, donc quand on me voyait arriver dans un resto Ouais. pour démarcher, les gens se disaient c'est quoi cette petite nénette là? Je supportais pas d'ailleurs Ouais. qu'on dise ça. Ouais, ouais. Et à partir d'un moment, j'ai fait ce shift en termes de mindset de me dire OK, il y aura toujours des préjugés, c'est à toi de décider la place que tu vas leur laisser en fait. Ouais. À partir de ce moment-là, je me suis Ouais, dit c'est je vrai. fais mon chemin, je m'en fiche en fait, j'ai pas envie de convaincre Ouais. les gens, moi je Ouais. sais ce que je fais et c'est juste ça qui compte Mmh. quoi. Et je pense quand on arrive à se libérer profondément du jugement des autres, et c'est pas forcément toujours facile hein, Ouais. mais des fois là aussi il faut se taper quelques murs. Moi, Ouais, je me suis tapé 2-3 murs et du coup ça m'a fait du bien après effectivement de se recentrer aussi sur soi et puis de faire les choses parce qu'on a envie de le faire, parce qu'on aime, parce qu'on est animé, parce qu'on est passionné, parce qu'on est ambitieux, parce qu'on est tout ça. Mmh. Mais juste le regard des autres, c'est le regard des autres et Ouais. puis c'est tout quoi. Ouais. Et je vais te donner un petit exemple. Tu vois, mon conjoint aussi qui est entrepreneur et donc lui qui a son compte aussi depuis 7 ans. Au tout début qu'il s'est lancé dans la gestion de patrimoine, notre entourage, enfin pas nos très, très proches, hein, mais l'entourage, oui, il y avait pas vraiment pas d'admiration, mais oui, voilà quoi, il entreprend, pas trop de questions. À partir du moment où il a commencé à bien gagner sa vie, donc belle maison, belle voiture, machin, là, tu sens que le regard des gens, il change. C'est fou, alors qu'il a plus streamé au début qu'il ne stream aujourd'hui. C'est ça qu'en fait, une personne qui commence, elle est encore plus légitime. Enfin, pas légitime, non, mais admirable, on va dire, parce que c'est là où tu donnes le plus. C'est dans les débuts d'une entreprise, les 3-4 premières années. Et que là, aujourd'hui, où les choses sont plus acquises, mais en fait, dans l'œil de la société, parce qu'il y a le bien matériel, etc., qui change et du coup, qui fait que, du coup, t'es un peu plus, oui, légitime à leurs yeux, quoi. Nous aussi, on a senti le regard de notre entourage, encore une fois, pas de notre entourage très proche, plus des amis aussi d'enfance et tout ça, qui avaient évolué. Et puis, on a eu pas mal de déceptions aussi à ce moment-là. Mais ouais, l'entourage, en tout cas les amis, etc., parfois ne comprennent pas. Nous, on s'est pris des petites réflexions aussi parfois qui, comme ça, veulent rien dire. Mais ça va, tu t'embêtes pas. T'as fait quoi pour avoir cette baraque ou ceci ou cela? Enfin, juste, t'as même pas idée, en fait, de ce que j'ai traversé, quoi. Et c'est vrai que ça, les gens l'oublient et que les gens l'oublient ou le voient pas, encore une fois, parce que c'est toujours plus facile de croire que la réussite, c'est inné, c'est facile. Il y a des gens qui me disent, bah oui, t'étais faite pour ça. Mais non, en fait, j'étais pas faite pour ça. Juste, je me suis défoncée, je me suis pris plein de murs. Et comme tu disais, t'apprends à te connaître et tout. T'apprends à sortir de ta zone de confort. T'apprends à te relever derrière chaque obstacle. Et
J'allais dire, non, ça c'est pas inné, mais par contre c'est juste pas donné à tout le monde d'accepter de voir la réalité en face et de se bouger quand il faut se bouger aussi pour aller au bout de ses rêves, au bout de ses objectifs, quoi. Et d'ailleurs, pour les gens qui nous écoutent, justement, ne pensez pas que vous n'êtes pas capable parce que vous avez pas cette compétence, etc. Tout s'apprend. Et surtout dans l'entrepreneuriat, on apprend vraiment. Il n'y a pas de recette. C'est pas comme une leçon que tu récites, en fait. Clairement ça se passe pas. jamais comme tu veux. Ça... Test and learn. Dans l'entrepreneuriat, il y a que ça qui vaut. Et du coup, vraiment, si quelqu'un hésite, qui nous écoute, qui hésite à se lancer dans quelque chose, si c'est vraiment ce que vous voulez au plus profond de vous, allez-y, parce que, en fait, c'est ce qui vous fera tenir sur le long terme, c'est vraiment cette détermination, et c'est pas le fait de savoir comment ou non. Voilà, exactement. On s'en fiche. Exactement. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis, et ça me permet de faire le relais. Tout s'apprend, y compris les réseaux sociaux. Oui. On va parler de ça maintenant. Oui, avec plaisir. L'art de communiquer, du coup, donc ça fait 4 mois, tu es en train de développer tes formations en ligne. Ça va sortir sous peu. Là, j'aimerais bien avant les fêtes de Noël, oui. Ok, alors au moment où vous écouterez cet épisode de podcast, ce sera déjà sorti. J'espère, parce qu'en fait, à la base, je voulais sortir en septembre, parce qu'en me disant, vas-y, je vais retravailler un peu cet été. En fait, non, j'avais vraiment encore besoin de couper et de prendre du temps pour moi. Donc, du coup, j'ai décalé tout ça. Et en fait, je me suis pas rendu compte de la masse de travail que c'était de faire des formations. Donc, du coup, je devais sortir ça fin octobre. Et bon, tu vois, on est début décembre et j'ai encore pas, c'est encore pas sorti. Mais là, je vais tout faire mon possible. De toute façon, il n'y a pas le choix, puisque fin janvier, je m'en vais à l'étranger pour 2 mois. Donc, faut que ça soit sorti avant. Ça soit sorti, exactement. Donc, oui, donc j'ai sorti j'ai créé cette entreprise justement parce qu'aujourd'hui, de par mon expérience entrepreneuriale, j'ai vu les opportunités professionnelles que les réseaux sociaux ont ouvertes comme portes. Et c'est des choses que je trouve tellement incroyables que je veux les partager, tu vois. Et donc, c'est pour ça que je crée ces formations en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de... moi, je suis photographe, je suis autodidacte. Donc, tu vois, j'ai tout appris en testant et en regardant des vidéos. Mais en fait, les réseaux sociaux, tout s'apprend aujourd'hui aussi. Il y a des choses, alors oui, les choses créatives, des fois, faut un peu plus travailler que d'autres. Par contre, il y a vraiment des recettes ou des choses à bien respecter pour faire des choses très bien. Et c'est ça qu'en fait, j'ai envie de transmettre. C'est ça que tu transmets. T'as du coup eu un premier business, en tout cas avec ton associé, qui s'est développé quasi intégralement sur les réseaux sociaux, en tout cas. Complètement. 98%, je dirais. Voilà. Aujourd'hui, tu le vois encore par toi-même. C'est quoi la recette? Alors, magique, je dirais pas magique parce qu'encore une fois, le test and learn, voilà. Oui, non. Mais c'est quoi, tu vois, ce petit truc que tu pourrais dire, avec ça, vous ferez la différence, ou c'est ce qui vous permettra de vous mettre sur le bon chemin, en tout cas, ou... Professionnellement ou juste pour des réseaux, tu veux dire? Professionnellement, je dirais. Professionnellement, alors déjà, moi, aujourd'hui, ce que j'ai remarqué, ce que les gens consomment sur les réseaux, c'est une personnalité. En fait, pourquoi on va acheter, par exemple, sur 2 produits identiques, il y en a un qui raconte une histoire, il y en a un qui se montre et qui va un peu expliquer son parcours, l'histoire de pourquoi il a fait ça, etc. Et l'autre qui va rester très marque, sans parler d'histoire, sans storytelling. Inconsciemment, si j'ai à choisir, je vais vraiment vers les choses qui me touchent, qui me parlent, où il y a de l'émotion et qui racontent son histoire. Donc pour moi, aujourd'hui, si j'ai un conseil à donner, c'est que les gens n'hésitent pas à raconter leur histoire sur les réseaux, de leur entreprise, parce que c'est ça qui fait qu'on va s'attacher à quelque chose. Et en fait, aujourd'hui, on ne consomme plus juste un produit ou un service, en fait. On achète vraiment une histoire. Totalement. Je suis totalement alignée avec ça. Je parle beaucoup de personal branding parce qu'aujourd'hui, notamment, alors, moi, j'accompagne aussi des entreprises individuelles, en tout cas des solopreneurs, et leur entreprise, c'est une part d'eux, en fait, parce que ils ont mis tout leur cœur dans leur entreprise. Ça leur ressemble. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, accepter de partager son histoire, même si ça demande du travail personnel, que c'est pas forcément évident de le faire, c'est comme ça que les gens vont connecter. Complètement. Et j'ai une amie qui me disait de façon très juste, les personnes sont sur les réseaux sociaux pour se divertir. Ça veut pas dire qu'ils sont pas prêts à acheter. Non. Ça veut dire que quand même la porte d'entrée, ça reste le divertissement. Oui, bien sûr. Et que du coup, il faut rentrer, il faut créer une émotion. C'est ce que tu dis. Et franchement, c'est vraiment. C'est juste, moi, je l'ai vécu. Alors ça fait
1 an et demi que je me suis lancée sur les réseaux sociaux, 1 an que mon entreprise est sur les réseaux. Ce qui aujourd'hui me rapporte mon flux de clients, c'est uniquement les réseaux sociaux. Quasiment uniquement, ou maintenant recommandations, parce que ça a commencé à se mettre en place aussi, qu'après, tes clients te parlent de toi, mais toi, tu l'auras aussi. Puis c'était probablement ça dans ta précédente entreprise. Après, les gens qui sont contents en parlent aussi autour d'eux. Et puis du coup, ça participe. Et malgré tout, les gens aujourd'hui, le réflexe, c'est d'aller voir, tiens, c'est qui, qu'est-ce qu'il fait. Ah, mais de toute façon, la nouvelle façon de consommer pour les futures générations qui arrivent, et nous déjà, enfin moi en tant que trentenaire, c'est bizarre de dire ça. Et ben je consomme. Enfin moi, ma plateforme Google maintenant c'est Instagram. Je cherche un resto, je vais déjà voir à quoi il ressemble sur Instagram. Je cherche un coiffeur, je regarde son feed Instagram. Je cherche une marque, je vais voir les vidéos qu'il y a pour voir les produits en vidéo qui sont en train d'être consommés, etc. On est vraiment dans une ère où maintenant les réseaux sociaux sont primordiaux et qu'il faut absolument s'y mettre en fait. C'est pas une option. Mais alors pourquoi ? C'est parce que en réalité, c'est hyper parlant tout ce que tu dis, c'est qu'on n'achète pas un service. Non. On achète soit un résultat, soit une émotion. Ouais. Exactement. Et le coup du coiffeur, c'est ça. Tu vas voir ce qu'il est capable de produire. Tu vois, une entreprise qui va parler d'elle, de son engagement, etc. Bim, ça connecte, c'est de l'émotion. Tu vas acheter ça. Tu n'achètes pas le service, non. Effectivement. Un exemple typique que j'aime bien donner, c'est Jacques Mus. Jacques Mus, quand on connaît son histoire, donc c'est un créateur de mode. Pour ceux qui ne le connaissent pas, en fait, son vrai storytelling, lui, c'est que il fait pas juste des vêtements, c'est qu'en fait, il a perdu sa maman quand il était petit. Il avait cousu, il lui avait cousu une jupe en lin avec les rideaux de sa maman. Et en fait, il y a un vrai storytelling dans le sens où maintenant, tout ça, il le fait aussi pour elle. Et donc, c'est un petit gars qui vient de Provence, dans les lavandes, les champs de lavande, etc. Enfin. Et quand tu vois Jacques Mus, c'est ça que t'achètes. C'est même pas le sac à main en soi, c'est même pas le t-shirt. Moi en tout cas, je marche comme ça à l'émotion en fait. C'est vraiment ça ma façon de consommer aujourd'hui. Tout comme pourquoi les entrepreneurs achètent majoritairement Apple et Mac. Enfin Apple tout court d'ailleurs, je dis Apple et Mac, mais iPhone ou Mac, parce que ça incarne aussi l'ambition, ça incarne la réussite, l'excellence. Effectivement, les valeurs sont hyper importantes. Et quelque chose que je veux dire aussi, c'est qu'on a tous une histoire. Oui. Et encore une fois, c'est pas forcément facile de dérouler le fil et de te dire oui, ça a un sens, oui, c'est intéressant, oui, ça porte mon message, mais on a tous une histoire. Et si on n'avait pas chacun notre propre histoire, on n'en serait pas où on en est là aujourd'hui. Donc même ceux qui ont l'impression de se dire non, mais moi j'ai rien à dire, vous avez forcément des choses à dire. Allez, clairement. Et typiquement, là par exemple, moi sur les réseaux sociaux, donc je me suis lancé le challenge de vraiment redévelopper ma communauté. Et donc je fais des vidéos et j'instaure une recette de storytelling que d'ailleurs je sors dans mes formations en ligne. Et je le vois en fait l'impact que ça a. Enfin, c'est une histoire toute banale. Par exemple, j'ai aidé ma sœur, en fait, elle était enceinte et je l'ai aidée à ranger sa maison. Et en fait, j'avais décidé de passer 2 jours à l'aider à ranger. Je lui ai tellement consacré peu de temps pendant que je travaillais tout le temps que pour moi, pour sa grossesse, ça avait plus de valeur de l'aider à ranger pendant 2 jours que de lui offrir un cadeau en fait. Et donc, ma vidéo, je commence par dire, j'ai décidé de ne faire aucun cadeau de grossesse à ma sœur. Donc, en fait, et après, la vidéo, elle a explosé, elle a popé. Elle a fait 1,5 million de vues et 80 000 likes. Et une histoire complètement banale. Et ben, en fait, la façon dont elle est racontée et l'émotion que tu mets, et ben, elle explose parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui peuvent s'identifier. Et en fait, c'est ça, c'est l'émotion tout le temps, quoi. Quand tu deviens trop, très commercial, protocolaire, tu touches pas le même nombre de gens, quoi. Conclusion, soyez dans l'humain. Soyez dans l'humain à 2000%. C'est ça qui fera que les gens viendront vers vous. Là, encore une fois, on parle vraiment dans un cadre très professionnel. Mais c'est ça qui fera que les personnes ont envie de travailler avec vous. C'est pour ce que vous incarnez, en fait, tout simplement. Et chacun, faut juste creuser un peu pour son histoire. N'hésitez pas à se dire, mais je sais qu'on est tous à se poser la question, mais qu'est-ce que je pourrais dire ? Enfin, mon histoire, c'est compliqué de faire une introspection sur soi-même et d'être un peu autocritique et de se dire, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter ?
Eh ben, prenez le temps et puis c'est hyper important de bien positionner ça pour créer une entreprise en tout cas. Surtout quand tu commences à dérouler le fil, parce que moi, syndrome de l'imposteur, hein, souvent comme ça, je me suis dit, moi, j'ai pas d'histoire à raconter, alors qu'en fait, j'avais 1000 choses à raconter. Puis alors, quand j'ai décidé de lancer le podcast, je me suis dit, mais personne n'aura envie de m'écouter, personne va, qu'est-ce que je vais pouvoir raconter? Puis je me suis dit, juste, je raconte, en fait, tout ce par quoi je suis passée ces 10 dernières années. Puis j'ai eu des messages derrière, puis en fait, progressivement, les choses prennent, ça fait effet boule de neige. Puis toi, tu tires le fil, puis tu te rends compte que derrière, effectivement, chaque petite histoire, il y a plein de choses, il y a plein d'enseignements que tu peux transmettre aussi. Et ça, c'est bien sûr. Ouais, complètement. Bon, Marie, merci beaucoup pour ces partages puissants. C'est déjà fini. Tellement authentique, ouais, ça passe vite. Ça passe très vite. Mais c'est bon signe. Quelle est la question que j'aime bien poser dans le podcast, c'est et si c'était à refaire? Est-ce que je le referais? Ouais. Bah oui, hein. Tout pareil. Ouais, en vrai, ouais. Je t'aurais peut-être dit non, genre il y a 6 mois. Mais... Parce que t'étais encore dedans. Oui. Et que j'étais encore dans le déni à pas comprendre pourquoi ça se passait comme ça et que pour moi c'était un vrai échec. Mais là aujourd'hui, ouais, je te dis oui. Ouais, je referais. Pareil. Souvent, on n'a pas trop envie de voir qu'il y a un cadeau dans chaque chose qu'on vit parce que on est juste trop dedans et que c'est pas le moment. Et ben ça, c'est quelque chose en plus que j'avais mis en story. Qu'on pense que c'est un échec justement et que c'est la fin de quelque chose. Mais la fin de quelque chose annonce toujours le début renouveau. d'autre chose. Ouais. Et ça, c'est véridique, vraiment. Des fois, ça met un peu plus de temps pour certaines choses, mais ça finit toujours par arriver. Marie, si on veut te retrouver, si on veut travailler avec toi, si on veut découvrir encore plus ton histoire, te suivre sur les réseaux, où est-ce qu'on va? Alors, sur les réseaux sociaux, sur mon Instagram ou TikTok, qui est Marie Ruffinoni, donc Marie. Je mettrai les liens dans la bio du podcast. M-A-R-Y. Et sur mon site internet, l'artdecommuniquer.com. C'était évident pour moi de mettre l'art de communiquer, en étant une vraie artiste dans l'âme avec la photo, que du coup, c'est pour ça que j'ai trouvé ce nom-là. Donc ouais. Voilà, sur ces 2 sites, ces 3 plateformes-là. Eh ben, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. Marie, merci encore pour ton authenticité, pour tous ces beaux partages. J'espère que vous avez perçu tous les enseignements dans cet épisode. N'oubliez pas d'aller mettre un petit avis sur Spotify ou Apple Podcast si vous avez aimé cet épisode. Et puis, Marie, on continue à suivre sur les réseaux. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.